on était dans les gorges du Verdon, donc on allait se baigner en famille dans l'eau tous les jours, sous le soleil, etc. C'était très agréable. Dès qu'on voyait un serpent passer dans l'eau, mon grand frère regardait le serpent et regardait les quelques détails, la forme de la pupille, la forme des écailles, etc. Et puis il me disait, ok, c'est bon, c'est une couleuvre, tu peux l'attraper. Moi, j'ai fait des CDI, mais à un moment donné, je démissionnais parce que je tournais en rond, en fait. Tu vois. J'apprenais à travailler dans les 3 à 6 premiers mois, et puis après, je me disais, bon, en fait, voilà, j'ai fait le tour. Et je me dis, mais en fait, je vais me créer ma propre carte de visite. Et là, j'ai lancé ce projet, qui est la Minute Sauvage, en total amateur. J'avais du matériel photo qu'on m'avait prêté. Je n'avais pas du tout le matériel photo que j'ai aujourd'hui. J'avais zéro moyen. J'avais juste un peu de temps. Et c'est la perception de l'animal sauvage en lui-même qu'on doit changer, qu'on doit réapprendre, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'apporter, c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est ce que j'ai envie d'offrir en termes de réflexion. C'est, avec mon travail, c'est de dire, regardez, moi, j'ai entendu ce discours-là pendant toute mon enfance, pendant toute ma vie, mais ce que je constate sur le terrain, c'est complètement différent. Les gens qui vont te soutenir ne sont pas ceux auxquels tu penses. Et ça, c'est hyper important et c'est hyper déterminant. C'est-à-dire que quand tu lances un projet, tu te dis, tu invites toute ta famille à partager sur les réseaux sociaux, etc., pour faire connaître. Et puis, tu es un peu vexé parce que tu te rends compte qu'ils ne partagent pas quand tu leur demandes. Ou ils disent, oui, je vais le faire, et puis, mais ils n'ont pas autant de dynamique que toi, tu vois. Mais en fait, tu ne dois pas te formaliser. Tu dois juste comprendre qu'ils ont d'autres choses à penser. Ils sont très contents pour toi parce que tu lances un projet, mais ça s'arrête là, quoi. Il y en a quelques-uns, peut-être une tante qui va partager systématiquement. Mais pour le reste, tu dois réussir à convaincre des gens que ton projet, il est génial. Et pour les convaincre, tu ne dois pas leur rabâcher que ton projet est génial. Tu dois leur montrer que ton projet est génial. Bonjour Thomas. Bonjour Luigi. Alors Thomas, c'est vraiment un réel plaisir de t'accueillir ici sur le podcast de Positive Changemakers, car tu le sais, on a déjà reçu plus de 20 Changemakers depuis le début du podcast. Ça fait plus ou moins 2 ans et on est toujours aussi ravis de rencontrer différents types de personnalités. Mais je t'avoue que si un jour on m'avait dit que je recevrais un photographe, là je suis pas sûr, j'aurais parié dessus. Mais je dois du coup remercier nos amis de TEDx Brussels qui nous ont mis en relation, car tu donneras une conférence TED très prochainement à Bruxelles, le 14 novembre prochain, si je ne me trompe pas. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai le plaisir de t'accueillir. Alors Thomas, autant lever le voile tout de suite sur ton métier, parce que je disais que tu étais un photographe, mais tu n'es pas un photographe classique, tu n'es pas un photographe de mariage, on va dire, ou corporate, business, tu es un photographe animalier. Oui. Et tu te passionnes en plus particulièrement pour la photographie de la faune sauvage, donc les animaux sauvages en milieu urbain, parce que tu es de Bruxelles, tu habites Bruxelles. Tu as d'ailleurs créé tout autour de cela, on va dire, une plateforme qui s'appelle La Minute Sauvage. Tu as un compte Instagram, tu as une chaîne YouTube, près de 10 000 abonnés. Je ne sais pas s'il y a d'autres chaînes encore, d'autres réseaux sociaux peut-être que j'oublie, Instagram, YouTube, Facebook. Oui. Et également, évidemment, ton site internet, laminutesauvage.be. D'ailleurs, tu fais également des petits documentaires très très sympas que j'invite évidemment les auditeurs à découvrir par après. Mais alors, la première question que j'ai envie de te poser, Thomas, avant qu'on fasse un peu plus connaissance sur ton parcours, c'est comment est-ce qu'on devient photographe animalier en fait J'imagine que ça se fait pas du jour au lendemain, et alors en plus en milieu urbain. Oui, c'est certain que j'ai un parcours un peu atypique. Maintenant, j'ai grandi et évolué dans un cadre familial qui était assez propice, dans la mesure où tous les membres de ma famille, de mon petit frère jusqu'à mon grand-père, on a toujours été passionnés par la faune sauvage et on a toujours eu une espèce d'approche naturaliste. Mais c'est vrai que je suis le seul membre de la famille qui en ait fait ma passion, mon métier. Mais quand on était gamin, mes grands-parents, j'ai eu la chance que mes grands-parents avaient acheté une bergerie qui était totalement en ruine à l'époque où ils l'ont achetée et qu'ils ont retapé au fur et à mesure eux-mêmes avec l'aide des gens du village, parce qu'en fait cette bergerie se trouve dans les gorges du Verdon. Donc il y a un endroit hyper sauvage, c'est de la moyenne montagne, c'est incroyable, et on y allait là-bas tous les étés étant gamin, quoi. Il y a pire comme endroit pour passer son été. Oui. Mais du coup, c'était incroyable. Il suffisait d'ouvrir les rideaux de cette maison pour... quand t'es enfant, tu te lèves à 6h, tu ouvres les rideaux au lever du jour et tu vois un chevreuil passer, un renard, des sangliers. Enfin, c'était incroyable. On était vraiment au cœur de la nature. Et tu habitais à Bruxelles déjà à l'époque ? Oui. Du coup, le contraste était assez... assez dingue en termes de contexte et d'environnement. Ouais, c'est ça, c'était un peu la perception que j'en avais, c'était le monde sauvage, quoi, quand j'arrivais là-bas. Parce qu'en plus,
Là-bas, ils ont réintroduit les vautours. Donc, le premier vautour que j'ai vu étant gamin, je devais avoir 13 ans, je crois. Je croyais que c'était un deltaplane, le truc, parce que c'était énorme. Tu vois, c'était vraiment gigantesque. Et donc, et puis après, j'ai compris que c'était des vautours. Et en fait, toute la journée, vraiment tout au long de la journée, du matin au soir, tu peux observer des animaux. Et quand on était gamin, ben, on manipulait plein d'animaux, quoi, tu vois. Et j'ai la chance d'avoir un frère qui a une mémoire assez phénoménale. Et enfant, c'est lui qui m'a appris, quand on se baladait dans les parcs, ici à Bruxelles, il m'a appris le nom des oiseaux aquatiques que j'étais susceptible de croiser, les canards, les Les oiseaux foulques. aquatiques. Oui, les canards, les Ah foulques, oui. les hérons. Oui, oui, oui. C'est dingue ça, à 12 ans. Ouais, 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 Donc il y a une passion commune entre vous deux pour les animaux en tout cas. Ouais, c'est ça. Lui, il aime bien connaître le nom de toutes les espèces et être incollable. Moi, j'aime bien les observer. Je suis moins dans cette approche très spécifique Ouais. de tout savoir. Et tout dans la connaître. famille également, est-ce que les parents ou les grands-parents avaient également une passion pour les animaux, pour l'observation, ou c'est juste vraiment toi et ton frère qui... Non, tous. Tous, Oui, oui. oui, tous. Et en fait, euh, quand on était gamin, dans les gorges du Verdon, tu as des serpents, des scorpions, etc. Et, euh, et régulièrement, mon grand-père trouvait des serpents écrasés, par exemple, tu vois, pas à cause d'une voiture, un truc comme ça. Sympa. Sympa. Mais attends, écoute, encore plus sympa, c'est que ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des bols avec du formol, des bocaux, et on mettait les animaux dedans pour les conserver et les observer. Et donc, je crois qu'il doit encore en rester chez ma grand-mère. C'est un peu glauque, hein, tu vois, mais c'est marrant parce que c'était une approche qui nous avait été inculquée d'une certaine manière, notamment par le Muséum des sciences naturelles. Ok. Moi, c'est un endroit que j'ai arpenté gamin, mais de long en large. J'adorais cet endroit et je l'adore toujours. J'y vais aujourd'hui avec mes enfants. Et tu as ce Ce type de processus. conservation, Oui, ouais. voilà. Et c'était quel type d'animaux que tu mettais dans le bocal? Bah, tout ce qu'on trouvait sur la route qui était malheureusement écrasé par l'humain, tu vois. Ok. Et donc on avait des vipères, des couleuvres, des lézards verts, des scorpions, tu vois. Mais c'était une approche un peu particulière, mais c'était une approche naturaliste, si tu veux. Après, au-delà de ça, en tant que gamin, ben, on manipulait pas mal les animaux qu'on trouvait. Parce que, enfin, mon frère qui savait repérer, identifier n'importe quelle espèce, comme on était dans les gorges du Verdon et qu'on allait se baigner en famille Ouais, dans l'eau. dans l'eau tous les jours, sous le soleil, etc. C'était très agréable. Dès qu'on voyait un serpent passer dans l'eau, mon grand frère regardait le serpent et regardait les quelques détails, la forme de la pupille, la forme des écailles, etc. Et puis il me disait, ok, c'est bon, c'est une couleuvre, tu peux l'attraper. Et donc moi j'étais le cobaye, quoi, et j'attrapais Et le tu serpent. l'attrapais, Ouais, ouais. ouais, j'avais totale confiance. Et les parents, ils étaient pas inquiets que vous, les deux enfants là, jouaient avec des animaux quand même pas toujours hyper sympas? Ils vous laissaient faire ou ils étaient pas au courant que vous faisiez tout ça peut-être? Non, non, ils étaient totalement au courant. On faisait ça en famille, ils trouvaient ça super chouette. Et on faisait les photos, on regardait les serpents, on les manipulait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça offrait un autre rapport aussi. Tu vois, généralement, la plupart des gens que je rencontre, avec qui je discute de ça, ils me disent mais un serpent, c'est hyper dangereux. Et en fait, pas du tout. Ça dépend lesquels en fait. Mais oui, et puis il faut surtout, savoir les reconnaître. il faut savoir les reconnaître, il faut savoir comment se comporter avec, etc. Mais donc, du coup, tu vois, j'ai évolué dans un environnement qui était assez propice. Tu vois. Mais à l'école, j'étais le seul, quoi, hein, à avoir ces compétences-là, à avoir ces connaissances-là. Et, Et au cours de biologie, du coup, tu devais ouais, être ça allait. assez calé en tout cas. Ouais, ça allait. Je maîtrisais assez bien. Je me souviens en classe verte, j'étais à chaque fois qu'on faisait, tu sais, des découvertes, on allait se balader en forêt. Tu avais un animateur qui pointait du lichen sur un arbre et qui disait alors les enfants, qui sait comment ça s'appelle? Et moi, je levais la main direct. Évidemment. Je connaissais tout, quoi. Mais c'est vrai que le processus scolaire m'a pas du tout mené vers ça, quoi, tu vois. Et c'est vraiment, moi, enfin, si je pouvais déplorer quelque chose, ce serait ça au niveau scolaire, c'est que on s'intéresse pas suffisamment à ce qui passionne les enfants. Parce que je crois que étant enfant, tu es hyper curieux et tu vas t'intéresser parfois de manière assez poussée dans un domaine. Et ce domaine-là, il n'est pas nécessairement exploité au niveau scolaire dans le cursus, quoi. Et moi, j'ai grandi avec
un père qui voulait que je fasse le droit ou médecine, tu vois, on choisit la sécurité. Et puis une mère qui m'a toujours soutenu en me disant peu importe ce que tu fais, je te soutiendrai toujours. Mais dans les deux cas de figure, là, j'en veux absolument pas à mes parents, ils ont été là pour me soutenir, etc. Mais dans les deux cas de figure, il y a personne qui s'est intéressé non plus à ce qui me plaisait. Et c'est vrai que moi j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise en fait Thomas, qu'est-ce qui te passionne? Et sur base de ça, on va peut-être réfléchir, voir s'il y a des métiers qui existent. Mais comme ça ne s'est pas produit, en fait, j'ai suivi le secondaire tranquille. Et puis après, j'ai entamé des études, des hautes études, un peu par élimination, si tu veux. En me disant, je suis pas mauvais en maths, je suis en option sciences éco. Donc je suis pas droit, mauvais médecine, comme ton père voulait, ça d'office c'était déjà éliminé ou Oui, hein, oui, assez rapidement, quand mon père m'a demandé de faire médecine ou droit, je lui ai fait comprendre que ce serait pas envisageable me concernant. En fait, si tu veux, il y a ce que je trouve dommage, c'est que dans la manière dont on perçoit le travail, l'emploi dans notre société belge, occidentale, francophone, enfin peu importe, il y a un peu cet aspect-là, je trouve, qu'on transmet aux enfants et aux adolescents, c'est que tu es obligé de travailler et le travail, a priori, ça va être une tare, quoi, tu vois. Et je l'ai compris plus tard qu'en fait, ton travail, tu peux en faire quelque chose d'extraordinaire. Dans la mesure où tu vas y passer les 3/4 de ta vie, il vaut mieux que ce soit quelque chose d'intéressant et qui t'épanouisse, quoi, tu vois. Mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Et donc, j'ai choisi des études, en fait, par élimination, en me disant, t'es pas mauvais en maths, en sciences éco, autant aller dans une autre école qui va te proposer des cours en sciences commerciales et gestion d'entreprise, parce que je réfléchissais vraiment en termes d'opportunités. Je me disais, si tu pars dans cette direction-là, potentiellement, tu pourras travailler dans n'importe quel secteur. Et tu manqueras jamais de travail, tu vois. Et là, du coup, ton papa était content que tu lui annonces ça. Ouais. Il s'est dit, ah, ok, cool. Il se lance pas dans des cours de photo, par exemple, tu vois. Si j'avais fait ça, je crois qu'il aurait tiré la tête. Mais du coup, j'ai... Mais c'est pas... Excuse-moi, mais ouais, je t'en prie. parce qu'effectivement, c'est quand même ça vaut quand même la peine de s'arrêter 2 minutes là-dessus parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très important ce que tu mentionnes là. Et t'es pas le seul dans le cas parce qu'à ce moment-là, tu aurais pu effectivement faire des études artistiques, des études qui directement en fait auraient lié ta passion avec un métier quelconque. Et effectivement, c'est une vraie question. Je suis dans l'enseignement moi-même aussi, donc c'est vrai que comme tu dis, à l'école, on nous apprend pas spécialement, on nous pose pas spécialement la question si jeune. Et en tant que parent, c'est vrai que du coup, c'est probablement quelque chose où toi, tu feras peut-être attention avec tes enfants à bien bien les faire réfléchir finalement, qu'est-ce que tu veux faire pour peut-être éviter qu'ils fassent comme toi, entre guillemets, ils se lancent dans une carrière qui, j'imagine, ne t'a pas trop convaincu à un moment donné. Oui. Mais en fait, c'est même au-delà de la question qu'est-ce que tu veux faire, c'est surtout qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne. Et sur base de cette réponse-là, on va chercher ensemble les métiers qui existent et auxquels, autour duquel gravite, quoi. Absolument. Et si ce job-là n'existe pas, le créer. Parce que finalement, ça reste une opportunité envisageable. Et donc... c'est certain que moi, mes enfants, tu vois, j'ai 2 enfants de 4 et 6 ans maintenant. Je leur ai montré les animaux, je leur ai montré mes vidéos, mes photos, ils ont vu mes expos, ils ont assisté à quelques-unes de mes conférences, alors ils sont tout petits, tu vois. Ma fille, elle connaît le nom de tous les oiseaux, tu vois, j'ai assez rapidement appris. C'est ton frère, en fait. Ouais, voilà. C'est un peu ça, vraiment, parce qu'elle a une super bonne mémoire. Mon fils, lui, il a du mal à retenir le nom des oiseaux, mais par contre, dès qu'il voit un piaf passer à 200 mètres dans le ciel, même tout petit, il le voit, tu vois. Donc il a une autre approche. Mais ce qui est certain, c'est que ça, c'est ma passion. Si ça les intéresse, pourquoi pas, s'ils sont intéressés, s'ils sont partants, je les emmènerai toujours quand ils veulent m'accompagner, mais je les pousserai pas dans cette direction-là, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'individu et s'intéresser à ce qui le passionne lui, quoi. Mais donc revenons à tes études commerciales alors. Donc tu fais l'ICHEC, c'est ça, pendant 5 ans. Ouais, à peu près. Ouais. Et après, du coup, chemin classique, tu rentres sur le marché du travail et là, tu dis, qu'est-ce que je vais faire, j'imagine. Oui, j'ai même commencé à travailler avant et pendant mes études. Et très rapidement, j'étais lancé sur la voie de métiers comme commercial, genre de choses. Et j'ai bossé en fait là-dedans pendant 12 ans. C'est un métier pour lequel j'avais totalement les compétences, les capacités, etc., la vision.
Le seul souci, c'est que je m'épanouissais pas du tout. Donc en fait, j'ai bossé dans plein de boîtes différentes, parce qu'à chaque fois qu'on me proposait un CDI, c'était au terme d'une période d'essai ou un truc comme ça, je réfléchissais, je me disais en fait non, ça me convient pas, ça ne me va pas. Et donc j'ai à chaque fois changé de boîte comme ça. Bon, j'ai fait des CDI, hein, mais à un moment donné, je démissionnais parce que je tournais en rond, en fait, tu vois. J'apprenais à travailler dans les 3 à 6 premiers mois, et puis après, je me disais, bon, en fait, voilà, j'ai fait le tour. Donc tu t'ennuyais très vite en fait. Oui, oui, oui. Et c'est ça qui faisait que tu n'avais pas plus envie d'un CDI ou c'était pour garder une certaine liberté éventuellement? Mais dans ma tête, je voulais faire autre chose, tu vois. Dans ma tête, je me disais, en fait, mince, tu t'es gouré. T'aurais dû, parce qu'en plus, à la fin de mes études, ma mère m'a dit, ah, c'est dingue, tu sais que si tu avais fait, si tu avais étudié allez, si tu avais fait des études en biologie, par exemple, tu n'aurais pas dû payer de Minerval. Et je lui dis, bah, pourquoi? Bah, parce que moi, je travaillais, ma mère a travaillé toute sa vie, toute sa carrière à Saint-Luc, à l'hôpital. Elle m'a dit, bah, en travaillant dans un hôpital universitaire, en fait, j'aurais, enfin, Ouais. tu vois, mes enfants ne devaient pas payer de Minerval. Et je dis, mais pourquoi tu m'as dit ça après? J'aurais fait biologie, quoi, tu vois. Enfin bon. Et donc, très rapidement, tu vois, étant confronté à ce secteur-là, etc., je me suis dit, je suis un très bon commercial. En général, j'étais vraiment très bon, mais en fait, ça me plaît pas, je m'épanouis pas. Donc, dès que le boulot était terminé, qu'est-ce que je faisais? J'allais retrouver les copains et on sortait en ville et on buvait des verres, quoi, tu vois. Et en fait, j'avais une vie sociale incroyable, mais j'étais vraiment pas épanoui. Et donc, mes journées de travail, je regardais la montre, quoi, tu vois, je regardais l'heure passer. Malgré le fait que tu aimais quand même bien le côté commercial, j'imagine il y avait quand même un challenge pour toi dans le job ou... je vais pas dire une forme de facilité, mais j'avais compris, compris les stratégies, les techniques, etc. Et donc, tu as travaillé dans toutes sortes de secteurs ou tu es plutôt resté dans des secteurs classiques, entre guillemets? Oui, non, j'ai travaillé un peu dans plein de secteurs différents. Mais toujours est-il qu'il n'y a aucune de ces fonctions-là qui m'est réellement passionné, quoi, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que pendant 12 ans, je me suis dit, bah, on va tenter une reconversion. Donc j'ai envoyé des CV à gauche à droite sur candidature spontanée. Sauf que mes études et mon parcours professionnel ne permettaient pas de pouvoir motiver un employeur à m'engager. Tu vois, c'était pas... Mais reconversion, parce que on s'arrête quelques instants, 12 ans, c'est pas rien. Ouais. Donc après 12 ans, du coup, tu as quel âge? T'as 35 ans, quelque chose du genre? Oui, un peu moins. Ouais. Voilà. Et tu es peut-être déjà devenu papa à ce moment-là ou... Non, pas encore. Non, pas encore. Ouais. Et donc là, à un moment donné, tu dis, bon, maintenant ça suffit, j'ai envie de me reconvertir. Mais est-ce que la reconversion, c'est déjà dans l'idée, la photographie, les animaux ou peu importe? Je me reconvertis, j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne, mais quoi, je sais pas. La photographie ne pointe pas encore le bout de son nez, même D'accord. si je fais de la photo depuis que j'ai 14 ans. Le truc, c'est que je me dis, je vais postuler dans le milieu associatif de protection de la faune sauvage. Il y a des structures comme Natagora, etc. Oui. Je me dis, là, bah voilà, si je les contacte en leur disant que je suis passionné, peut-être que... Mais en fait, c'était pas suffisant du tout. Tu vois. Et donc, c'est justement à 35 ans où là, je me suis dit, bon, maintenant que tu as tenté ce type de reconversion-là et que ça ne marche pas et que tu t'en veux absolument pas aux employeurs parce que tu n'as rien à vendre, en fait, je me suis dit, en fait, je vais me créer ma propre carte de visite. Et là, j'ai lancé ce projet qui est la Minute Sauvage en total amateur. J'avais du matériel photo qu'on m'avait prêté. Je n'avais pas du tout le matériel photo que j'ai aujourd'hui. J'avais zéro moyen. J'avais juste un peu de temps. Et donc j'ai exploité tout mon temps à ce moment-là, quasiment plus de vie sociale. J'exploitais tout mon temps à réfléchir au projet, à réaliser des projets pilotes, tu vois, des vidéos, etc. Et puis après, j'ai lancé la Minute Sauvage en mettant à profit toutes les compétences que j'avais engrangées pendant ces 12 années et pendant mes études. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du temps de perdu, tu vois. J'avais vraiment développé des compétences, des connaissances, etc. par rapport à une approche stratégique, par rapport à une approche commerciale, marketing, de communication. Et tout ça, j'ai mis à profit dans le cadre de ce projet-là. Et c'est ma femme qui m'a dit, avant ça, dans la phase de réflexion, elle me dit, écoute Thomas, tu fais des photos incroyables, tu observes des animaux que personne ne voit, tu réalises des vidéos. Pourquoi est-ce que tu n'en fais pas quelque chose? Et c'est sur base de cette réflexion-là qu'est née la Minute Sauvage. Donc merci à ta femme. Ah bah oui. Sans elle, il n'y aurait rien eu.
Parce que quand tu es passionné par quelque chose, pour toi, ça te semble évident. Et tu te dis, tout le monde, en fait, sait faire la différence entre un piquet-pêche et un martin-pêcheur. Absolument pas. Voilà, tu vois. Et il faut qu'il y ait un regard extérieur pour comprendre que c'est une spécificité, que c'est quelque chose qui t'est propre, qui forme ta singularité. Et c'est ma femme qui a eu cet effet déclencheur. Et la réflexion que tu partages, qui est très intéressante, parce que beaucoup de gens derrière le micro, mais également qui nous écoutent, mais soit ceux qui sont derrière le micro, ont souvent quand même, à un moment donné, connu cette période de réorientation après des années où ils ont fait des choses qui n'avaient rien à voir. Des gens qui nous écoutent, des fois aussi, ont envie de se réorienter, mais ont souvent cette peur justement de se dire « Ouais, mais toutes ces années alors de perdu ». Et c'est là que je trouve ta réaction et ta réflexion très intéressante, où tu dis toi-même « Je me suis rendu compte ». Mais est-ce que tu t'es rendu compte déjà sur le moment même que toutes ces années, non, n'étaient pas perdues, parce qu'effectivement, tu avais acquis toute une série de compétences que tu allais pouvoir mettre en pratique pour ton projet? Est-ce que tu t'en as déjà rendu compte à ce moment-là, ou c'est aujourd'hui, à 42 ans, avec le recul, que tu te dis, finalement, le chemin était sinueux, mais c'était pas du temps perdu? Non, c'était avant de me lancer, où effectivement c'était effrayant. Je me disais, mince, pendant 12 ans, tu as fait totalement autre chose. Ces 12 années pendant lesquelles tu t'es pas épanoui, c'était un peu flippant, parce que je me disais, tout ce temps-là, tu l'as perdu. Et puis après, c'est au moment où j'ai commencé à mettre en place le projet de la Minute Sauvage, où là, j'ai compris que bout à bout, il y avait des compétences qui étaient hyper utiles. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Tu pensais avoir perdu 12 années de ta vie, et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc c'est au fur et à mesure, en fait, que tu t'en es rendu compte. Ouais. Donc ta femme, elle te dit, pourquoi est-ce que tu n'en fais pas quelque chose? La Minute Sauvage, ça prend quoi comme forme à la base? C'est le site laminutesauvage.be ou .com? Non, c'est .be, mais c'est la chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube, tu commences par ça. Et tu commences par faire quoi à la base? L'idée, c'est quoi? C'est de partager des vidéos, des observations d'animaux? Ouais, c'est ça. Je me dis, tiens, je comprends qu'en fait, autour de moi, il n'y a personne qui n'y connaît rien. Et donc, je me dis, c'est peut-être l'occasion de mettre en lumière les animaux sauvages avec lesquels on cohabite. Et du coup, coup de bol, il y a un terrier de renard à 50 mètres de chez moi, sur les voies de chemin de fer, parce que j'habite à Scarbeck à l'époque. Et je vais filmer les renardeaux qui évoluent depuis la rue, tu vois, et qui évoluent en plein jour, comme ça, qui se baladent dans les talus de voies de chemin de fer. Et alors, c'est assez drôle, parce que les voisins, les passants, ils demandaient ce que je faisais là avec un trépied, un appareil photo. Et il y a des personnes qui s'arrêtaient, qui me disaient « Ah, vous aussi, vous êtes passionné par les locomotives ?» Des passionnés de train, du coup. Ouais, voilà. Et donc, j'ai commencé à réaliser un certain nombre d'épisodes. Et le premier, c'est sur ça, c'est sur les renardeaux. Et j'ai lancé le premier épisode. Enfin, j'avais fait un teaser, puis j'ai lancé le premier épisode. Et très rapidement, ça a suscité l'intérêt, parce qu'en fait, les gens se sont dit « Mais c'est filmé à Bruxelles, ça ?» Et effectivement, c'était filmé à Bruxelles. Et donc, au fur et à mesure, la première année, j'ai fait, je crois, 15 épisodes, donc un toutes les 3 semaines. Et j'ai proposé à chaque fois un épisode sur une espèce en particulier, pour dire, regardez les gars, en fait, chez nous, on a l'une des plus petites chouettes d'Europe qui est présente à Bruxelles. On a une population de renards qui est incroyable. On a l'oiseau le plus rapide au monde, le faucon pèlerin, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Et c'est spécificité ici à Bruxelles, ou la présence de cet oiseau, par exemple? Le faucon pèlerin, maintenant, tu le retrouves dans plusieurs grandes villes, mais c'est vrai que c'est assez récent. C'est en tout cas les années 90, le retour, je pense que ça doit être par là. Et donc du coup, j'ai commencé à communiquer là-dessus. Et très rapidement, en fait, ce qui s'est produit, c'est que professionnellement, ça m'a permis de me créer une carte de visite. Tu vois, d'un coup, j'avais quelque chose à mettre dans mon CV, en termes de gestion de projet, en termes de responsable communication, etc. Et surtout, qui pouvait valoriser mes compétences, mes connaissances naturalistes, en plus de tout le reste. Et là, j'ai pu commencer à prétendre à pouvoir postuler dans le secteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un mi-temps qui me permet d'avoir une sécurité financière qui est dans ce domaine-là. Ok, tu travailles du coup actuellement pour une ASBL ou une association pour la protection, ou enfin je ne sais pas si tu peux en parler. Oui. C'est une structure qui s'appelle Forêt et Naturalité. Okay. Et cette structure, elle promeut le réensauvagement et le principe de naturalité, donc en très très gros, une gestion plus naturelle des espaces forestiers. Ok, voilà. En Belgique. En Belgique et de manière générale en Europe. Magnifique. Donc pour toi, effectivement, tu es dans ta zone de confort. Oui, voilà. Ouais. À 100%. Et donc, la Minute Sauvage, donc à la base, la chaîne YouTube, des vidéos, autres. Et après, il y a des livres qui sont sortis, les réseaux sociaux, des conférences.
comment est-ce que ça a comment ça a évolué dans les grandes lignes? Comment tu as vu évoluer tout ça? Très rapidement, comme c'était un sujet un peu particulier, ça a intéressé une partie de la presse. Donc j'ai commencé à apparaître dans plein d'articles, dans plein de médias. Et puis des collaborations sont nées. J'ai bossé avec Bruxelles Environnement, avec le musée des égouts, avec un musée à Dijon, là dernièrement avec le Muséum des sciences naturelles. Ok, et concrètement, par exemple, il te demande quoi alors? Un musée, c'est un reportage photo, par exemple ou... Pour le musée des égouts, c'était la réalisation d'une capsule de 5 minutes sur le rat à Bruxelles, plus une expo d'une dizaine, quinzaine de photos qui seraient exposées dans le musée sur le rat également à Bruxelles. Pour Bruxelles Environnement, c'était 2 capsules, une sur la pollution lumineuse et une autre sur la richesse naturelle de la forêt de Soigne. Ok. Ah oui. Et comme ça, j'ai collaboré, j'ai commencé à collaborer, à avoir plein de projets de ce type-là. Je suis même intervenu au niveau de l'administration, où j'ai pris le rôle de médiateur, entre guillemets, dans des débats avec la population autour de la présence du renard, par exemple. Tu vois. La cohabitation avec un animal sauvage, c'est pas forcément évident. Et donc moi, j'intervenais un peu en tant qu'expert, entre guillemets, pour pouvoir émettre un avis un peu objectif, etc. Et justement, si tu permets, je vais faire le lien avec un de tes 2 livres, du coup ton 2e livre, tu me disais hein, en préparant l'interview, le livre Sauvage, Ouais. qui justement du coup est un comment dire un livre photo, mais qui nous invite à repenser la perception justement qu'on a Ouais. de l'animal sauvage et plus particulièrement, j'imagine, en milieu urbain également. C'est quoi le problème en fait aujourd'hui? C'est vaste. Hein. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en observant les animaux sauvages en pleine ville, dans la mesure où ces animaux sont confrontés à l'activité humaine et à la présence humaine, ils ont développé un autre type de comportement. Un comportement qui est largement différent de celui qui est présent dans les milieux ruraux et de manière générale en dehors des villes, parce qu'il y a un dénominateur commun à l'ensemble des villes en Europe, c'est que la chasse de loisirs est strictement interdite. Donc en fait, l'absence de chasse va permettre aux animaux de développer un autre rapport à l'humain. On va constater ici à Bruxelles que des renards se baladent en plein jour Oui, dans la absolument, rue. ils n'ont pas peur du tout de l'humain, alors voilà. qu'on dit souvent le contraire. Mais Voilà. c'est donc spécifique au milieu urbain parce qu'ils sont habitués à notre présence. Si je te- Habitués à notre présence et puis surtout ils sont pas chassés. Donc en fait ils vont plus considérer l'humain comme un prédateur. Et moi c'est ce que je constate depuis que je suis gamin, c'est que les animaux sauvages en milieu urbain acceptent la présence humaine et parfois s'en désintéressent totalement et vivent leur vie à proximité de l'humain, ce que tu ne rencontreras jamais dans un milieu où la chasse de loisirs est pratiquée. Si tu vas dans les Hauts-de-Fagne, tu es susceptible de voir des biches, des cerfs, des chevreuils. Mais si eux te repèrent même à 400 mètres, ils disparaissent, tu vois. Une bête question peut-être. Tu disais qu'il n'y a pas de bête question, mais quand même, s'il n'y a pas de chasse, Oui. imaginons du coup dans un milieu naturel où personne ne chasserait les biches ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils n'auraient pas du coup cet instinct-là, Ah si. quand même, Non, fuir? non, Ah oui, non, justement. justement, du Ils coup. ils ne fuiraient pas spontanément. Alors évidemment, là, Même si la présence humaine serait moins importante qu'en ville. c'est ce que j'ai été explorer justement dans le cadre de ce livre Sauvage, D'accord, dans différentes villes et villages européens. ok. Et tu as une région en Italie, dans les Abruzzes, où là, la chasse de loisirs est strictement interdite depuis plus de 40 ans. Donc les générations de cervidés se sont suivies et ont compris que l'humain n'était plus une menace. Et donc, si tu vas dans certains villages, dans les Abruzzes, tu te rends compte qu'en fait, tu te balades et tu peux voir une biche traverser la rue avec son fan sur le passage pour piétons en plein jour, tu vois. Tu peux observer le brame du cerf à 20 mètres en étant habillé comme on l'est là aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est un tout autre rapport et c'est ça que j'avais envie de mettre en lumière. C'était de dire, regardez, en fait, tout ce dont on se prive, notamment du fait de la chasse de loisirs, et potentiellement, les villes... c'est vraiment la réflexion sur laquelle je suis à l'heure actuelle, c'est est-ce que les villes ne seraient pas une opportunité incroyable de repenser notre rapport aux vivants de manière générale, mais à la faune sauvage. Ici en Europe, et de manière générale dans l'Occident, c'est très difficile d'observer des animaux, tu vois, sauf en milieu urbain. Et si tu vas en Afrique, en Asie, en Amérique, tu te rends compte qu'en fait, là-bas, les animaux, ils évoluent partout, dans tous les sens. Il suffit juste de lever les yeux pour voir un oiseau incroyable, ce genre de truc. Mais chez nous, c'est hyper compliqué. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière, c'est de se dire peut-être que potentiellement, on pourrait s'inspirer paradoxalement du milieu urbain
pour repenser notre rapport à la faune sauvage en dehors des villes et de manière générale en Europe. Parce que ce serait incroyable si tu te baladais et que tu voyais une harde de biches qui évoluait tranquillement, sans aucune crainte de ta présence. C'est les habitants des Abruzzes, pour eux, c'est incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, mais c'est une richesse dont ils voudraient pas se priver, tu vois. Et ils sont habitués, parce que Oui. du coup, il y a deux choses, je pense, sur lesquelles tu mets le point. Un, c'est peut-être repenser les villes, mais donc peut-être également en termes de urbanisation Oui, et oui, oui, autres, oui. et peut-être le point aussi de mentalité par rapport aux gens également. Oui. Parce que moi, typiquement, effectivement, si je vois un renard, ma première réaction va être oh, il est beau, et puis deuxièmement, bon, je vais quand même pas me rapprocher trop, on Mhm. sait jamais comment il va réagir. Mhm. Donc cet aspect-là aussi, j'imagine, est très important comment Oui, dire, d'éduquer les gens finalement. oui, d'une certaine manière, de les informer, de les sensibiliser, parce que la Mais par quel perception. bout est-ce qu'on prend le problème? Ben moi, évidemment, je vais utiliser la photo, la vidéo, mais je vais déjà m'attarder dans ce livre sauvage, je m'attarde sur la notion de peur. À considérer que c'est logique et normal et voire naturel que les animaux sauvages aient peur de l'humain. En fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est absolument pas le cas. Moi, c'est un discours que j'ai entendu depuis toujours, depuis que je suis gamin, dans les documentaires animaliers, dans les littératures naturalistes, parce que c'est culturel presque, tu vois. Et moi, j'ai envie de venir en complémentarité et de dire, en fait, les gars, regardez, il est possible de voir autre chose, d'expérimenter autre chose. Et ça, je crois que c'est déjà une bonne piste, de se rendre compte que finalement, si les animaux ont peur de l'humain, c'est potentiellement du fait de la relation qu'on a développée avec eux, qui est une relation de domination, une relation presque morbide, etc. Et qu'à partir du moment où on change de relation, on change de perception de la faune sauvage, potentiellement on peut vivre tout à fait autre chose, de probablement beaucoup plus enrichissant que ce qu'on vit aujourd'hui, quoi, tu vois. Magnifique, j'apprends plein de choses. Donc c'est plutôt la chasse finalement, la chasse humaine de loisirs comment dire, qui est un facteur peut-être bloquant pour développer une relation tout simplement beaucoup plus naturelle avec l'animal sauvage. Oui, Si je en t'entends bien. tout cas, alors on parle de la chasse parce que c'est la méthode qui est utilisée pour gérer les populations animales sauvages. Mhm. Moi, je serais d'avis de repenser cette méthode, d'envisager une autre méthode. Elle peut être létale dans une certaine mesure, tu vois, mais vu comme la chasse de loisirs est pratiquée aujourd'hui, je veux dire, si tu vas, il y a plein de chasses qui sont absurdes, de types de chasses qui sont absurdes. Tu as des espèces protégées en Belgique qui, une fois traversé la frontière en France, se font tirer dessus, tu vois, alors que tu as des programmes de préservation ici en Belgique. Donc Ouais, donc au niveau européen déjà, entre guillemets, il y aurait une harmonisation à faire en termes ah oui, de oui, là. protection. Oui, oui, oui. Et puis c'est la perception de l'animal sauvage en lui-même qu'on doit changer, qu'on doit réapprendre, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'apporter, c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est ce que j'ai envie d'offrir en termes de réflexion. C'est avec mon travail, c'est de dire, regardez, moi, j'ai entendu ce discours-là pendant toute mon enfance, pendant toute ma vie, mais ce que je constate sur le terrain, c'est complètement différent. C'est un autre monde. Et Et ça, j'ai envie de le montrer. t'as quel genre de relation avec les animaux sauvages, le renard et autres Est-ce que du coup tu es très à l'aise comment dire ils viennent vers toi ou toi tu vas vers eux ou t'es plutôt ou tu les respectes un petit peu dans leur tu vois, dans leur liberté entre guillemets. Comment tu te comportes si on pouvait être avec toi là aujourd'hui en observation de différents animaux sauvages? Ben, Quelle relation tu as avec ces animaux et ces espèces? je sais qu'il faut adopter des comportements en fait similaires à ceux de l'être humain. C'est-à-dire que en termes de comportements sociaux, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'espace de vie de l'animal en question que tu tentes d'observer ou de photographier ou autre. Il faut intégrer le fait que c'est un animal qui a une autre perception de l'espace que toi. Donc si tu vois un renard dans la rue, ben, à un moment donné il va disparaître en passant sous une haie, tu pourras pas le suivre sous la haie, tu vois. Il a vraiment une autre Absolument. manière d'envisager l'espace. Et à côté de ça, si tu apprends à respecter le caractère sauvage d'un animal, à respecter sa liberté, comme tu disais, en fait, et que tu lui montres par des gestes amples, enfin, qui ne sont pas brusques, en ne faisant pas de bruit, etc., l'animal va comprendre que tu ne représentes pas une menace, et donc potentiellement, il va être curieux, et c'est lui qui va venir vers toi. Tu vois. Ça t'est déjà arrivé au moment où t'es là avec ton trépied et l'animal? Oui, Un paquet de fois, avec plein d'espèces différentes. ça doit être magnifique. Ouais, c'est incroyable. Ce sont des moments de rencontre qui sont indescriptibles et extrêmement enrichissants. Enfin, moi, j'adore ces moments-là. Ici à Bruxelles, j'ai déjà côtoyé à plusieurs reprises des renards qui acceptaient totalement ma présence. Enfin, il faut imaginer, tu vois, un animal sauvage qui est suffisamment confiant
que pour s'endormir à moins d'1 mètre de toi. Tu vois, et ça, j'ai eu avec une renarde, et ça a été un moment incroyable. Tu vois, elle me regarde, j'étais avec mon appareil photo, elle tourne sur elle-même comme le ferait un chien dans une niche, et puis elle pose sa tête, elle ferme les yeux, elle dort. Parce qu'elle t'avait déjà vu peut-être avec. Ça faisait 2 ans que j'allais la voir régulièrement. Ouais, dans le cadre de mon travail. Rien que ça. Voilà. Oui, parce que j'ai vu dans certaines de tes vidéos où tu es camouflé également des fois. Ouais, ça arrive. Ouais. Du coup, est-ce que là c'est plus compliqué peut-être pour. Ça, c'est vraiment un souci. Pour créer un lien. En milieu urbain, c'est vraiment un souci de proximité. Si tu veux réaliser des images dans certaines conditions, avec certaines espèces, si on prend le cas du martin pêcheur par exemple, tu peux tout à fait avoir un martin pêcheur qui va être à une dizaine de mètres de toi, dans un parc, et qui va accepter ta présence tranquille. Mais si tu veux être à 2 mètres ou à 1 mètre de lui, là, obligatoirement, tu es obligé de te camoufler. Et c'est pour ça que je vais utiliser ce genre de méthode. Des combinaisons et autres. Pour réaliser des photos ou des images vidéo qui sont le flash, etc., par exemple. Ça, du coup, c'est à proscrire. Oui, complètement. Lumière naturelle. Ah oui. Incroyable. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil déjà, tu disais pas de gestes brusques et autres, mais quand une personne lambda, citoyen lambda comme moi, qui ne suis pas spécialement expert, pas photographe animalier ou autre, quels sont les 2-3 conseils que tu donnerais quand on est à l'approche d'un animal sauvage pour peut-être non seulement le respecter, mais également peut-être rester en sécurité? Parce qu'après, j'ai une autre question pour toi. Ouais, par rapport à ça. Quelles sont les choses à faire et à pas faire en 2-3 éléments ou conseils que tu donnerais? Effectivement, à la base, c'est rester calme. En général, moi, quand je vois des gens dans la rue, qui a un renard qui passe dans la rue, systématiquement, tu as une des personnes qui va se mettre à hurler, qui va crier en disant « il y a un renard !» Tu fais ça, l'animal, il est parti directement. Le truc, c'est effectivement rester calme, et alors attendre que l'animal, parce que surtout les renards sont des animaux très curieux, si tu te poses à un endroit, que tu t'assois, où tu restes simplement debout, à un moment donné, le renard, il y a de fortes chances pour qu'il vienne vers toi, te renifler et qu'il te regarde, et que tu puisses passer un moment avec lui en toute décontraction, parce que c'est marrant parce que dans notre culture, on considère que les animaux sauvages, il est normal et logique qu'ils aient peur de nous, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est l'humain qui a peur d'à peu près tout ce qui bouge et tout ce qui vit. Tu vois, un renard, factuellement, c'est 0 attaque avérée sur un être humain en Belgique et même en Europe. C'est zéro, il n'y en a pas. Donc tu peux considérer que l'animal qui est en face de toi a malgré tout des capacités physiques pour pouvoir se défendre. Un renard, ça a une mâchoire, ça a des griffes. Absolument. Mais à partir du moment où tu ne l'accules pas dans un coin, où tu ne te montres pas agressif vis-à-vis de lui, il n'y a aucune raison pour qu'il ait besoin de se défendre. Par contre, effectivement, comme je disais, c'est la même chose que les rapports humains. Il faut savoir garder une distance. Et cette distance, en fait, à partir du moment où tu bouges pas, c'est le renard qui va la placer, cette distance. Mais si toi, tu te mets à bouger, tu dois comprendre qu'à un moment donné, tu vas représenter une menace pour un animal. Et pourtant, tu te dis, moi, je m'approche de lui, je vais vouloir le caresser, il y a quelque chose de très amical et très sympa. Mais pour lui, le fait que tu tendes ta main, c'est comme pour un chien domestique, ça représente potentiellement une menace. Et j'essaie de faire comprendre ça en conférence, en effectuant une petite expérience avec le public. Et donc, je prends une victime dans le public, un volontaire, et je le mets en face de moi. On discute pendant 2 minutes à 1 mètre l'un de l'autre, et puis je lui demande de me donner son ressenti par rapport à moi-même. Et donc il me dit, t'es quelqu'un de sympa, souriant, intéressant, passionné, très positif le premier retour. Et puis je lui dis, écoute, on va faire le même exercice, tu vas me décrire comment tu me ressens, mais par contre, je vais te parler à 10 cm du visage. Et là, tout de suite, généralement, soit les personnes se reculent, soit les personnes me disent, écoute, c'est extrêmement inconfortable et gênant, et voire limite agressif. Et en fait, ce rapport-là devient tout de suite très négatif, simplement parce que cette distance-là, socialement, n'est pas naturel pour nous. Et là, voilà, on comprend effectivement. Mais la distance acceptable pour un animal n'est pas la même pour un autre animal, j'imagine. Pour un ours ou un renard, c'est probablement peut-être pas la même distance. J'ai vu récemment, je pense, une vidéo qui circulait, je sais pas si c'était en Italie, d'un homme qui tout d'un coup se retrouve confronté à un ours. C'est très particulier. Et c'était ma prochaine question. Est-ce que tu as déjà été dans un contexte où tu t'es un peu senti en danger? Est-ce que tout s'est toujours bien passé? Ou est-ce que tu as comme ça une anecdote où tu as peut-être quand même un tout petit peu été craintif ou... Alors en danger, jamais vraiment.
Je me suis déjà fait charger une fois par une femelle sanglier qui était avec ses petits. Ah oui, quand même. Mais c'était un pur hasard. C'était justement dans une zone de chasse, tu vois. Mais c'était un pur hasard. On arrivait à un carrefour tous les deux et on s'est retrouvés un peu l'un en face de l'autre à 20 mètres. 20 mètres, c'est très proche, tu vois. Et donc on s'est retrouvés à 20 mètres l'un de l'autre et je voyais tous ces marcassins derrière elle. Et elle s'est arrêtée net. Moi, je me suis arrêté net et je me suis dit mince. Et à ce moment-là, en fait, je suis resté sur place. Je n'ai pas bougé, j'ai pas crié, j'ai rien fait du tout. Et elle m'a chargé. Ah oui, quand même. Mais c'était une charge d'intimidation. Donc elle a foncé sur moi. Et comme je n'ai pas bougé et que je suis resté calme, elle s'est arrêtée à entre 5 et 10 mètres net, tu vois, dans sa course. Donc elle t'a quand même donné un coup d'abord ou... Non. Ah, ok. Non. Ok. Elle s'est juste, elle t'a menacé de. Voilà, elle m'a fait comprendre qu'il fallait pas aller plus près. Et elle s'est arrêtée entre 5 et 10 mètres net. Et puis après, elle est partie avec ses petits. Elle m'a dit, enfin là, elle m'a clairement fait comprendre, mec, t'as pas à t'approcher. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de. Ou des morsures ou autre. Non, rien. Même rien, quand rien. t'étais petit avec tous tes serpents et autres. Je me suis déjà fait mordre par un serpent, Okay. mais c'était, c'est rien de bien grave. Mais par contre, oui, dans le cadre de mon dernier livre Sauvage, j'ai été observer des ours en Roumanie. Tu parlais des ours. Oui, effectivement. Et dans la Ça, mesure... c'est quand même plus particulier. Oui, mais dans la mesure où j'en ai fait mon métier et que je fais en sorte que mon métier ait du sens, il faut que sur le terrain, ma présence, mon implication n'ait aucun effet sur la faune sauvage que je vais observer. Donc de ce fait-là, évidemment, je prends toutes les mesures nécessaires pour m'assurer de ne pas me mettre en danger, de ne pas mettre en danger l'animal, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les ours bruns, quand ils rentrent dans la ville, dans les villes en Roumanie, à la nuit tombée, tu vois, ces animaux sont habitués à avoir des voitures garées sur le bord de la route. Et donc, sur base de ça, je me suis dit, le meilleur moyen d'être proche d'eux et de les observer dans leur vie quotidienne, c'est en fait de réaliser des images depuis la voiture. Ah oui. Et donc, j'ai simplement ouvert la fenêtre, je me suis installé à un endroit propice où il devait y avoir du passage d'ours. Et quand j'ai vu mon premier ours, j'étais à entre 5 et 10 mètres de lui. Et la seule chose qui nous séparait, c'était l'habitacle de la voiture. Mais donc, avec la fenêtre ouverte. Mais je me souviens, comme c'était la première fois que j'observais des ours, j'avais calculé combien de temps il me fallait pour allumer le moteur et remonter la fenêtre. Pour fuir. C'était complètement illusoire. Non, pas pour fuir, mais au moins pour refermer la fenêtre. Ah ouais, d'accord. Et c'était complètement illusoire. Ça mettait, je crois, 45 secondes ou 55 secondes. Mais, trop tard, quoi. Trop tard. Mais de toute façon, tu comprends qu'en fait, tant que tu restes calme, il peut pas se passer grand-chose. Parce que la plupart des animaux vont systématiquement privilégier la fuite. Même une femelle ours avec des petits ou un sanglier avec des petits va privilégier la fuite simplement parce que d'une part, c'est une économie d'énergie par rapport à une bagarre, tu vois, une attaque. Et d'autre part, l'attaque, elle est synonyme de blessure et potentiellement de mortalité. Un animal blessé dans la nature, il n'a pas beaucoup de chances de survie. Ah ouais. Donc, dans la grande majorité des cas, les animaux vont privilégier éviter eux-mêmes, finalement, le contact physique. Ok. Voilà. Et donc, mais évidemment, si tu te mets dans un contexte de fuite, par exemple, si tu te mets à courir en hurlant, en agitant les bras, là, tu vas agiter, tu vas déclencher des stimuli chez l'animal qui, dans certains cas, si c'est un prédateur, va se dire oula, elle court pas très vite cette biche, tu vois. Et potentiellement, il va se dire tiens, je vais lui montrer que je suis. Donc rester calme. On va dire que ça, c'est surtout le conseil numéro 1. Oui. Plus facile à dire qu'à faire, j'imagine. Hein. C'est clair. Les gens qui nous écouteront se diront oui, c'est facile à faire. Mais... En tout cas, on le saura. On pourra pas dire que tu nous l'as pas dit, que tu nous as pas prévenu. Thomas, j'aimerais bien faire un petit peu le lien avec ce que tu as envie de transmettre. Tu l'as dit déjà un peu toi-même, et c'est très beau, c'est pour ça aussi que j'étais vraiment ravi de t'accueillir par rapport à tout ce travail que tu fais de sensibilisation, de montrer également finalement c'est quoi un animal sauvage, comment est-ce qu'on peut cohabiter avec. Oui. Ça c'est une chose, mais il y a également, je pense, quelque chose qui te tient fort à cœur, c'est justement, du coup, c'est pas illogique, la préservation justement de toutes ces espèces, et on le sait, j'ai fait un petit peu de recherche, il me semble qu'ici un rapport du WWF par exemple montrerait que les populations de faune sauvage ont décliné de 73% en 50 ans, mais donc c'est un chiffre au niveau mondial. Apparemment en Europe, la chute est moindre parce qu'elle s'est déjà faite en amont effectivement, et donc ça s'est stabilisé visiblement ces dernières décennies, mais tout de même l'impact il est là. Comment est-ce que toi tu l'observes en tant que photographe animalier, cet impact justement de cette faune sauvage qui change aussi? Il y a une diminution, mais elle change aussi. Mais en fait, c'est ça qui est, que j'essaye de mettre en lumière d'une certaine manière. C'est
l'impact le plus important en milieu urbain, ça va être le développement du milieu, qui est très rapide, l'aménagement du territoire, etc. Et donc, dans l'idée, c'est de montrer que si l'on continue de considérer que la ville est uniquement dédiée à l'humain, en fait, on va un peu droit dans le mur d'un point de vue écologique, environnemental et même climatique, dans la mesure où envisager de faire la ville un milieu qui serait même accueillant à la fois pour l'humain, mais également pour la faune sauvage, puisque de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura systématiquement des êtres vivants non humains, enfin des animaux, végétaux et autres, qui vont coloniser la ville. Si on va dans la direction de faire de la ville un milieu qui est accueillant pour toute forme de vie, en fait, en allant dans cette direction, on peut faire en sorte que la ville devienne résiliente face au dérèglement climatique et face aux impacts du dérèglement climatique, quoi, tu vois. En végétalisant la ville, en créant des milieux naturels ou semi-naturels à peu près partout, c'est possible dans le milieu urbain. Ça répondrait à des besoins de la faune sauvage et en même temps, ça participerait à réguler les températures, etc. Donc repenser la ville, finalement. En tout cas, on fait face à un challenge qui, dans notre contexte climatique, est relativement conséquent. Et je pense que c'est une opportunité de plus, la faune sauvage en pleine ville, que d'envisager la ville différemment. Ouais. Maintenant, clairement, par rapport au rapport du WWF, il est certain qu'on voit une évolution des populations d'animaux, beaucoup moins d'insectes, des populations d'oiseaux qui sont moins importantes qu'à une certaine époque, que moi je n'ai même pas connues, parce que je suis trop jeune. Et puis, il y a ce contexte européen, c'est-à-dire que, comme tu le disais, en amont, on a exterminé un certain nombre d'espèces, spontanément, sans attendre le dérèglement climatique. J'ai animé une chronique pour la RTBF, et je me souviens que la journaliste qui organisait l'émission me disait, écoute Thomas, tu ne peux pas commencer chacune de tes chroniques où tu présentes une espèce en disant que l'humain l'a exterminée. Et je lui disais, mais... en fait, c'est le cas, tu vois. Tu prends le castor, le loup, le lynx, tu peux prendre la loutre, n'importe quelle espèce. À un moment donné, dans notre histoire, l'humain, l'occidental, l'a exterminé, en tout cas en Belgique, tu vois. Et puis, aujourd'hui, depuis des programmes de préservation, depuis une législation qui prévoit une protection stricte de certaines espèces et parfois même de certains milieux, on a à nouveau un regain de population. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on observe à nouveau des loutres en Belgique, on observe, tu as une population de castors qui a explosé, tu as le retour du loup, le lynx qui potentiellement pourrait s'installer, etc. Et en fait, on a ce contexte qui est assez particulier, c'est que depuis les années 70, 80, 90, il y a des programmes de préservation qui ont été mis en place, et donc on a des espèces qui font leur retour, qui recolonisent à nouveau le milieu, ou en tout cas le pays. Et donc on a, je sais pas moi, le hibou grand-duc qui s'est installé dans toutes les carrières possibles et imaginables en Wallonie, et qui maintenant commence à envisager le milieu urbain comme un milieu potentiel de nidification, ou installer son territoire, etc. Donc en fait, on a la ville qui se développe très vite, parce que c'est une dynamique urbaine qu'on connaît, et dans le même temps, tu as une dynamique au niveau de la faune sauvage, alors qui est complètement variable pour certaines espèces. Tu as des populations d'insectes, comme je le disais, qui chutent, mais en même temps, tu as des espèces qui, elles, vont se développer à nouveau, et c'est pour ça qu'à Bruxelles, potentiellement, à terme, on est susceptible de voir arriver, et c'est déjà le cas, une population de sangliers, par exemple. Et ça fait typiquement peur, par exemple, aux gens, à beaucoup de gens. Ah oui. Du coup, mais justement, que faire? Mon travail est vraiment se centre de plus en plus là-dessus, sur la perception qu'on a de l'animal sauvage et sur les possibilités de cohabitation. Parce qu'en fait, inévitablement, on va avoir des espèces de gens-là qui vont arriver en pleine ville. J'ai observé mon premier sanglier à Bruxelles il y a seulement quelques mois. Tu vois, dans un parc, le parc de la Bolue. Donc, et ça, c'est le signe avant-coureur qu'une population plus importante va arriver. Tu vois, et donc, on peut mettre en place tout ce qu'on veut. On peut se dire, oui, ok, tu sais quoi, on va capturer. C'était d'ailleurs ce que voulait le bourgmestre de Boulay-Saint-Pierre, capturer le sanglier pour le déplacer. Ça sert à rien, quoi. En fait, si on ne s'intéresse pas à l'écologie de l'espèce et à l'évolution des populations, les solutions qu'on va mettre en place, et qui sont en général des solutions d'un autre temps, c'est des solutions à très court terme.
et qui vont pas marcher sur le moyen. Question peut-être naïve, mais en termes de cohabitation, un sanglier, c'est quand même pas un petit animal. En termes de sécurité et autres, imaginons là, tu dis effectivement dans les mois à venir, années à venir, ils vont commencer à s'installer peut-être, à vouloir s'installer à Bruxelles, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire en termes de sécurisation aussi des espaces, de délimitation des espaces, ou est-ce qu'on peut, entre guillemets, uniquement se reposer sur comment dire, sur l'éducation des citoyens, de savoir voilà, comment se comporter et tout se passera bien, ou quand même, parce que j'imagine ces animaux-là, ils ne se sont pas trop habitués au début, donc ils vont probablement avoir des réactions un peu inattendues à certains moments. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Moi, le sanglier que j'ai observé, tu avais des chiens à côté qui aboyaient de peur, quoi, spontanément, en disant il y a un truc là, on n'a pas l'habitude, on se met à aboyer. Et je voyais ce sanglier qui mangeait tranquillement, qui cherchait de la nourriture, qui faisait totalement abstraction des chiens. Donc on a une évolution qui va se faire de manière assez progressive sur plusieurs générations. Mais le seul problème, c'est que les animaux, ils se reproduisent chaque année, donc les générations, elles ont lieu chaque année, etc. Mais effectivement, en fait, c'est assez complexe, mais soit on envisage de changer, par exemple, on va s'intéresser aux raisons pour lesquelles les animaux débarquent en ville. En général, que ce soit le renard, le sanglier, le raton laveur, qui est une espèce alloctone, sont des animaux qui sont omnivores et donc ils vont pouvoir aller manger à peu près tout ce qu'ils trouvent. Donc là, c'est intéressant de se pencher notamment sur la gestion des déchets. Sur notre manière de consommer également, tu vois. Et à partir du moment où on envisage des solutions qui s'orientent vers ça, déjà on pourra avoir un effet à moyen et à long terme sur leur présence en pleine ville. À côté de ça, si on ne s'intéresse pas à ça, inévitablement, il va falloir aménager le territoire pour prévenir la population, les usagers, qu'en fait, ils sont susceptibles de croiser un sanglier qui traverse la rue, tu vois. Parce qu'effectivement, un sanglier de 80 kg, tu percutes ça même à 50 km/h, ta voiture s'arrête net et elle est foutue, quoi. Donc, inévitablement, il va falloir intégrer leur présence et réussir à conscientiser le public tant qu'on n'envisage pas des solutions à moyen et à long terme. Et ça, moi évidemment, je partirais dans cette direction-là, en expliquant, en sensibilisant sur les zones où les gens sont susceptibles de croiser un raton laveur, de croiser un sanglier, de croiser un hibou grand-duc, de dire comment se comporter, tu vois, les premiers conseils de base, quoi, tu vois. Et puis après, accompagner ça, évidemment, avec de la sensibilisation. Moi, tout mon travail est basé là-dessus. J'ai été dans plusieurs villes européennes où les gens vivent avec la présence du sanglier. Que ce soit Marseille, que ce soit Rome, que ce soit Gdańsk en Pologne. Dans ces villes-là, les gens ont appris à vivre avec les sangliers, quoi, tu vois. Donc, déjà, d'une part, ça nous démontre que c'est possible. Et d'autre part, ce sont des expériences, des expertises dont on pourrait déjà s'inspirer, tu vois, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, là où il y a eu des failles. Parce que spontanément, quand les citadins et de manière générale les citoyens sont confrontés à la présence d'animaux, ils vont essayer de créer un lien qui va se faire généralement par la nourriture. Et donc les gens vont essayer de nourrir les animaux et en général ils vont y arriver. Et donc ils vont créer un lien de dépendance lié à cette nourriture qui peut avoir des effets en termes de cohabitation qui peuvent être néfastes ou désagréables. Donc ça, c'est pas la bonne chose à faire? Non, certainement finalement. pas. Ouais, certainement pas. Créer un animal sauvage, c'est un être vivant qui est autonome, qui est indépendant, qui a jamais eu besoin de l'humain. Ils étaient là avant nous. Absolument. Ouais. Et donc, commencer à les nourrir, c'est littéralement créer un lien de dépendance et c'est d'une certaine manière altérer le caractère sauvage de l'animal. Parce que tu dénatures cet être vivant qui est capable de se débrouiller par lui-même, tu vois. C'est dingue, effectivement. Donc cette cohabitation à laquelle va falloir se préparer. Oui. C'est dingue parce qu'effectivement, comme tu disais, ils étaient là avant nous. Nous, les êtres humains, on a commencé un petit peu à construire partout où ça nous semblait intéressant pour nous. Et maintenant, finalement, c'est un petit peu peut-être ils reprennent peut-être un petit peu possession simplement de leurs espaces. Mais c'est intéressant d'entendre cet optimisme finalement quand même que tu as, si j'entends bien, parce que moi naturellement je t'entends, naturellement je me dis oulala, je sais pas comment ça va fonctionner, mais je sens quand même, et vu que voilà tu observes ça évidemment bien mieux que nous, un certain optimisme comme tu dis par rapport à ce que tu as vu dans d'autres villes européennes où c'est possible et que du coup cette cohabitation entre animaux sauvages et l'humain devrait pouvoir se faire. En tout cas, dans la plupart des contextes, j'imagine. Un lion, par exemple, animal hyper sauvage. Là, j'imagine, dans un milieu urbain,
plus compliqué, ou tu vas me dire si, il y a quand même des exemples où... Mais là tu es sur un prédateur Oui. qui est surpuissant, mais auquel on n'est pas confronté, Oui. tu vois. Oui. J'ai jamais expérimenté l'Afrique, je sais pas du tout, ou même l'Asie où il reste encore des lions, je sais pas du tout comment la cohabitation se passe. J'aimerais bien un jour, tu vois. Prochain projet. Si ça s'y prête, tu vois, en termes de pertinence. Bien sûr. Mais je sais pas du tout. Maintenant, évidemment, ici en Europe, des animaux prédateurs de l'humain, il y en a pas, Oui, c'est ça. tu vois. Ouais. Alors évidemment, il y a des accidents qui arrivent avec des ours. Chaque année où tu as des accidents mortels. Mais les attaques de loups, ça n'existe pas. Il n'y a pas de loup qui attaque l'humain. Enfin, tu vois. Le seul truc, c'est qu'on vient de loin, quoi. Mais par contre, pour en revenir à cette idée d'optimisme, moi, je suis très, très optimiste. C'est-à-dire que même par rapport au dérèglement climatique, dans la mesure où, moi je trouve ça intéressant déjà, le simple fait d'assumer le fait que le dérèglement climatique est lié essentiellement à un facteur anthropique, lié à l'humain ou à l'activité humaine. Parce que si on est à la base du problème, c'est que potentiellement on est... à la base de la solution. Exactement, quoi, tu vois. Et donc pour moi, c'est avoir cette vision-là, assumer notre part de responsabilité pour savoir dans quelle direction aller en termes de solutions, c'est la meilleure chose qu'on ait à faire. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans cette dynamique-là. C'est plutôt que de pointer du doigt et de dire regardez comme tout est mauvais, tout le monde est méchant, gna, 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 c'est pas le problème, on s'en fout. Parce que finalement, ce que tu fais, c'est tu mets en image la beauté de l'animal sauvage, et donc rien que ça, déjà, c'est positif. Et tu dis en même temps, ton discours, c'est ben voilà comment on pourrait cohabiter et que ça se passe bien en fait pour les deux. Donc c'est un message effectivement d'espoir. Qu'est-ce qui t'inspire toi au quotidien à faire ce que tu fais? Est-ce que c'est ces rencontres avec les animaux? Est-ce que c'est autre chose? C'est des lectures, c'est des rencontres avec des humains, c'est ta famille, tes enfants. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui t'inspire? Mais tu vois, le fait d'avoir fait de ma passion mon métier, bon, d'une part, évidemment, je me réalise au quotidien dans l'exercice de mon métier, mais c'est surtout que ça m'a créé une multitude d'opportunités incroyables. Jamais j'aurais imaginé un jour collaborer avec le Muséum des sciences naturelles qui, quand j'étais gamin, était mon endroit de jeu favori, tu vois. Et mon parcours ne me prédestinait pas à ça. Et j'ai rencontré des gens incroyables, passionnés, passionnants. J'ai bossé sur des projets incroyables. Depuis que j'ai lancé la Minute Sauvage, j'ai l'impression d'avoir plus observé d'espèces et passé plus de moments à observer des animaux qu'avant. Tu vois, parce que ça m'a mis dans une dynamique d'observation, de réalisation d'images, etc. Et donc ça, évidemment, ça attise la flamme, quoi, tu vois, qu'il y a en moi par rapport à ce projet-là. Mais il y a aussi le fait que quand tu te lances dans une reconversion où tu fais de ta passion ton métier, d'un coup, devient quelque chose qui a du sens. Et évidemment, ça change par rapport à ce que je faisais avant. Tu vois, en tant que commercial. Là, d'un coup, mon métier a du sens. Et ça, c'est extraordinaire. Tous les matins, je me lève, peu importe l'heure, avec le sourire. Et je suis partant pour ma journée. Et c'est en ça que je te disais, je trouve dommage qu'on envisage le métier comme une tare en disant c'est une obligation. Parce qu'en fait, le métier, ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement épanouissant qui va te motiver au quotidien. Absolument. Et moi, c'est ce vers quoi je me dirige aujourd'hui. Après, évidemment, ça complique pas mal les choses. Parce que si tu veux que ton métier ait du sens, moi, je suis dans une dynamique où je ne peux pas me permettre de travestir ni mon discours, ni mon approche, ni les activités que je proposais. Et ça va compliquer les choses en termes de rentabilité, par exemple. Effectivement, parce que je voulais y venir, parce que faire de ta passion ton métier, je me le suis noté, je pense que ça fera le titre du podcast, je pense que ça résumera bien la chose, mais faire de ta passion ton métier, il faut pour autant encore pouvoir en vivre aussi. Ouais. Là, tu le dis effectivement, tu combines avec un mi-temps également pour évidemment pour que ce soit viable pour toi. C'est ça le challenge des photographes professionnels, il y en a beaucoup. Des photographes professionnels d'animaux sauvages, un peu moins, il y en a quelques-uns. Est-ce que pour toi, peut-être en termes de viabilité financière, comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a des pistes pour toi de pouvoir en vivre un jour? Est-ce que c'est des documentaires Est-ce que là-dessus, tu as envie de travailler ou tu dis pas spécialement, entre guillemets, je fais ma passion et puis on verra bien petit à petit? Est-ce qu'entre guillemets, tu as un plan pour te dire c'est possible d'en vivre complètement à un moment donné et alors vraiment faire de ta passion ton métier, mais également ton gagne-pain, parce que finalement tu le disais, tu as 2 enfants,
j'ai 2 enfants, beaucoup ont des enfants, Ouais, il faut ouais. qu'ils aiment les nourrir aussi. Oui, Comment, tout à fait. comment tu vois ça? Alors c'est clairement une prise de risque, hein. Financièrement. Tu te lances, tu pars de zéro. Moi j'avais commencé, j'avais pas de moyens, etc. Il y a une chose qui est certaine, c'est que quand tu décides de faire de ta passion ton métier, tu décides également de jamais devenir riche. Ça, je l'ai bien compris également, mais en fait, la richesse se trouve tout à fait ailleurs à ce moment-là. Absolument, j'allais dire c'est quoi la richesse finalement Oui, aussi. oui, oui, oui. Mhm. Et vraiment, même si parfois j'ai des difficultés à finir les fins de mois, c'est pas, enfin, l'enjeu en vaut la chandelle. Mais par contre, en termes de viabilité, le gros souci, c'est que mon activité, elle est, en tout cas dans son caractère rentable, elle est assez variable. Ça veut dire que d'une année à l'autre, je vais bosser sur un bouquin, je vais collaborer avec telle ou telle structure, et puis l'année d'après, je vais bosser sur un documentaire, et puis l'année d'après. Donc, je ne sais pas envisager à long terme la rentabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé cette solution que de travailler à temps partiel pour une structure qui m'offre cette stabilité financière, ce minimum financier, quoi. Le seul souci, c'est que mon activité elle est très chronophage. Parce que réaliser des images, parfois tu peux attendre pendant 8 heures dans une tente d'affût et ne voir que 8 secondes le martin pêcheur que tu as attendu, quoi, tu vois. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Je suis confronté en plus à l'activité humaine, au fait que les animaux puissent être dérangés par les humains. Tu as d'autres facteurs, tu as la météorologie. On habite en Belgique, ça fait 1 an et demi qu'il pleut non-stop. Ça complique les choses. Quand tu as des tempêtes de vent, etc., ça complique les choses. Et donc par rapport à ça... pour être serein et pouvoir développer la Minute Sauvage comme je le voudrais, pouvoir être sur le terrain quand je le voudrais, pouvoir réagir à des prises de position politiques qui auront un impact sur la faune sauvage et pour les Bruxellois, etc. Et pouvoir réagir sur les réseaux sociaux de manière très, très efficace et rapide. Pour ça, il faudrait que je puisse bosser à 100% sur la Minute Sauvage. Et donc, les pistes de réflexion qui sont les miennes et que j'ai déjà expérimentées, c'est de tenter de trouver une source de financement qui soit récurrente et qui puisse me permettre de bosser 5 jours semaine à fond sur la Minute Sauvage à temps plein. Comme je viens de le dire, au niveau de mon activité, ça génère un chiffre d'affaires, mais qui n'est pas suffisant pour en vivre à temps plein. Je pourrais le faire devenir suffisant pour en vivre à temps plein, mais alors ça voudrait dire travestir mon activité et commencer à proposer des trucs qui attirent le grand public et qui, faire du marketing pour faire du marketing, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux conserver l'authenticité de mon travail. Et donc, l'autre piste, c'est trouver une source de financement. Et c'est la raison pour laquelle moi, je sollicite des fondations. Pour l'instant, j'ai reçu des retours positifs sur des projets ponctuels, mais je cherche effectivement, activement, des personnes, un mécène, un philanthrope, une entreprise, une fondation qui soit susceptible de pouvoir me soutenir sur la longueur. Parce que si j'avais... alors ça peut paraître énorme en termes de budget pour certaines personnes, mais ça l'est déjà pour moi, hein. Mais si je trouvais une source de financement à hauteur de 30 000 € par an, ça voudrait dire que je pourrais financer un mi-temps au sein de la Minute Sauvage et bosser à temps plein, tu vois. Et 30 000 €, bah pour moi, c'est énorme, mais pour des fondations, c'est pas grand-chose, parfois, tu vois. Ou pour des philanthropes, c'est pas grand-chose. Et si j'arrive à convaincre des personnes qui soient susceptibles de financer mon projet par la pertinence et l'utilité collective, la finalité collective... Effectivement, parce que tu peux pas vraiment promettre un retour sur investissement, entre guillemets, financier. Oui, non, là... c'est effectivement... Mais par contre, je peux véhiculer des valeurs, et puis surtout, ils peuvent me soutenir dans le fait d'avoir un effet pour la population, pour les Bruxellois de manière générale, pour les citoyens, pour l'environnement, pour la faune sauvage. Et ça, ce sont les pistes aujourd'hui qui s'offrent à moi et que je creuse le plus possible. Maintenant, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué de trouver une fondation qui, dans ses statuts, puisse te soutenir sur le long terme. Oui, parce que souvent, effectivement, c'est sur base d'un projet ponctuel, dossier, très administratif aussi. Pour tout ce qui est subside, j'imagine, je m'y connais pas bien, mais de ce que j'entends, c'est encore beaucoup plus compliqué. Oui, j'ai essayé, c'est décourageant, j'imagine. Mais en fait, comme tu gères tout seul plusieurs métiers en même temps,
à un moment donné, tu as une capacité de travail qui est limitée. Tu peux pas aller au-delà. Si je me disais, allez, je vais faire des subsides, en fait, le temps que je vais passer à obtenir des subsides et puis après à remplir le travail nécessaire par rapport à l'obtention d'un subside, c'est tout du temps que je pourrais pas utiliser dans la réalisation de mon travail. Et comme je suis tout seul, je sais pas compter sur quelqu'un d'autre, quoi. Et écoute, si dans les auditeurs, il y en a qui sont dans une fondation ou sont philanthropes, je les invite chaleureusement à prendre contact. En tout cas, le message est passé à ce niveau-là. Par rapport, on arrive tout doucement à la fin du podcast. J'ai encore deux questions à te poser. Une toute première que je pose toujours à mes invités vers la fin. C'est une de mes questions préférées. C'est si je te donnais une baguette magique. De quel monde est-ce que tu rêves pour tes enfants? Qu'est-ce que tu changerais? Et c'est une question difficile. Elle a l'air simple comme ça. T'as une baguette magique, tu peux changer quelque chose. Quelle serait vraiment pour toi la chose que tu changerais pour... Moi, j'espère qu'on aura une réelle prise de conscience politique de ce qu'est l'écologie. Aujourd'hui, tu as des personnes qui sont contre l'écologie. C'est d'une absurdité la plus totale. Alors évidemment, il y a un problème fondamental qui est celui qu'un beau jour, on ait eu besoin dans notre société moderne de créer un parti qui porte le nom d'une science. Tu vois, je ne pense pas qu'il y ait demain un parti qui s'appellera le parti de la physique. Tu vois. Et pourtant, on a le parti de l'écologie. L'écologie, c'est la science du vivant. C'est ce qui nous permet de comprendre comment est-ce que la vie s'organise et comment est-ce qu'elle est possible. Et donc moi, j'espère que à terme, pour mes enfants et pour les générations futures, et pour nous, une fois qu'on sera vieux et grabataires, j'espère qu'on aura des personnes suffisamment responsables et conscientes environnementalement parlant, écologiquement parlant, dans le sens de la science et non pas de la pensée politique, qu'on aura des responsables politiques qui auront intégré, en fait, que si on n'intègre pas cette dimension-là dans toutes les réflexions, à tous les niveaux, de manière systématique, en fait, on va droit dans le mur. Et comme j'ai connu Bruxelles, qui était une ville qui était très verte, avec énormément de friches, de terrains vagues, de zones inexploitées, etc., ou dénuées d'activité humaine, quand j'étais gamin, moi je passais ma vie dans ces zones-là, j'adorais ça. J'espère que mes enfants auront encore la possibilité d'expérimenter ça quand ils seront adolescents, qu'ils pourront aller se balader à vélo partout où ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle la Minute Sauvage existe aussi. Tu vois, il y a quelque chose de très personnel, de très... Oui, absolument. Une trace, finalement, que tu as envie de laisser. En fait, vu le contexte dans lequel on évolue, vu la direction qui est prise d'un point de vue politique, sur l'aménagement du territoire, sur la destruction de l'environnement, je me dis, je pourrais en tout cas pas m'en vouloir d'avoir fait le maximum par rapport aux moyens dont je dispose, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma famille et des gens que j'aime, parce que j'aurais fait le maximum, tu vois. Et En tout cas, la baguette magique, c'est vrai que heureusement qu'elle est magique, j'ai envie de dire, parce que quand on voit malheureusement à quel point la prise de conscience écologique n'est pas spécialement là, oui, j'ai envie de te rejoindre dans l'optimisme, mais je pense que le pragmatisme qui avec les années me rejoint de temps en temps aussi, me permet de dire que ça risque d'être compliqué dans les années à venir. C'est pour ça qu'il faut des gens comme toi, comme moi, oui, effectivement, inspirants et qui lancent des initiatives et qui y croient, quoi. J'ai une dernière question pour toi. Pour nos auditeurs, en fait. Je pose régulièrement cette question, pas toujours, mais régulièrement, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus sur finalement l'appel que toi tu lancerais à ces personnes qui nous écoutent, qui ont aussi envie de contribuer positivement à la société d'une certaine manière, mais qui, pour des raisons X ou Y, et on en a déjà abordé certaines d'ailleurs avec toi, ont un peu du mal à passer à l'action pour différentes raisons. Quel serait pour toi un petit peu l'appel entre guillemets que tu lancerais et peut-être tu peux commencer si pour toi il y a peut-être un frein en particulier que toi tu as vécu ou que tu vois autour de toi, parce que j'ai envie de laisser la parole à toi. Voilà, quelle est pour toi un petit peu la chose qu'il faudrait dépasser pour justement convaincre de plus en plus de personnes que je rencontre qui me disent voilà, j'ai ce projet-là en tête, ça fait sens pour moi, mais j'hésite. Et souvent quand on creuse, ils hésitent parce qu'ils ont peur, souvent. Peur de quoi? De énormément de choses. Mais donc toi, qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais une minute? Une minute ou plus si tu veux. Déjà de se recentrer sur soi-même, de s'intéresser à son parcours, de voir ce qu'il y a
ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais surtout de se faire confiance. Alors évidemment, c'est facile à dire une fois que ce stade-là est passé, mais c'est vraiment de s'intéresser à ce qui nous passionne et à ce qui nous anime. Parce qu'il n'y a rien à faire quand tu te lances dans un projet comme celui-là. À partir du moment où tu es animé par ce même projet, parce qu'il est cohérent par rapport à ton vécu, à ta personne, etc., en fait, tout le reste suit. La volonté, la motivation, la dynamique, tout se met en place. Et l'autre chose, oui, c'est de croire en soi. Et en fait, et de se lancer. En fait, le plus compliqué, c'est de se lancer. Parce que même moi encore aujourd'hui, dans des projets que je lance, là, je réalise un documentaire. Au tout début, tu sais pas dans quelle direction aller. Il faut penser à plein de trucs, il faut faire plein de trucs. Mais en fait, il faut se mettre à un bureau et commencer à écrire et à travailler. C'est le point de départ qui est le plus compliqué. Étape par étape, quoi. Le premier pas, en disant que le premier pas est le plus compliqué. Le premier pas est le plus compliqué. Après, à un moment donné, il faut... Est-ce que le fait de s'entourer, est-ce que ça peut-être ça a joué pour toi? Tu as une épouse qui t'a entre guillemets poussé à aller dans cette direction-là, dans le sens poussé, hein, motivé. Tu aurais pu très bien avoir une épouse qui dit écoute, ces photos c'est sympa, mais ramène de l'argent à la maison. Est-ce que ça peut-être c'est aussi un élément important, l'entourage, on en parle beaucoup. Est-ce que tu l'as expérimenté aussi, les gens que tu rencontres ou pas spécialement? Mais en fait, à un moment donné, il faut faire. Enfin, je crois surtout l'inverse. C'est très bien de s'entourer, mais c'est compliqué de s'entourer au début. Ça se vient progressivement. Si on a la chance d'avoir des personnes bienveillantes autour de soi et tout, c'est tant mieux, mais c'est très compliqué, ça, je trouve, parce que tu sais pas à qui t'adresser. Par contre, il y a un truc, il y a une chose dont il faut absolument faire abstraction, c'est le regard des autres. Quand j'ai lancé le projet, je m'exposais sur les réseaux sociaux avec mon visage, avec ma tronche. J'avais jamais parlé devant une caméra, je savais pas, j'avais aucune compétence de comédien, je savais rien faire. Et donc je me suis dit à un moment donné, écoute, c'est quoi, tant pis. Tant pis. J'ai pris quelques dispositions pour préserver ma vie privée, etc. Mais je me suis dit, écoute, c'est quoi, tant pis, vas-y, fonce. Et parle de ta passion, tu seras animé, ça va parler à des gens. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'une part, ça a surpris tout mon entourage, qui ne savait pas du tout que j'étais passionné par la faune sauvage. Et puis, ça a surtout intéressé des gens que je ne connaissais absolument pas. Pour réaliser mes projets, comme j'ai pas de moyens financiers conséquents, je passe par des financements participatifs. Et en fait, il faut expérimenter ce projet-là pour comprendre qu'en fait, les gens qui vont te soutenir sont pas ceux auxquels tu penses. Et ça, c'est hyper important et c'est hyper déterminant. C'est-à-dire que quand tu lances un projet, tu te dis, tu invites toute ta famille à partager sur les réseaux sociaux, etc., pour faire connaître. Et puis, tu es un peu vexé parce que tu te rends compte qu'ils partagent pas quand tu leur demandes. Ou qu'ils disent, oui, je vais le faire, et puis mais ils ont pas autant de dynamique que toi, tu vois. Mais en fait, tu dois pas te formaliser. Tu dois juste comprendre que ils ont d'autres choses à penser, ils sont très contents pour toi parce que tu lances un projet, mais ça s'arrête là, quoi. Il y en a quelques-uns, peut-être une tante qui va partager systématiquement. Mais pour le reste, tu dois réussir à convaincre des gens que ton projet, il est génial. Et pour les convaincre, tu dois pas leur rabâcher que ton projet est génial, tu dois leur montrer que ton projet est génial. Et le montrer, c'est comment montrer que ton projet est génial, c'est en réfléchissant à sa cohérence, au fait qu'il ait du sens, au fait qu'il te corresponde le plus possible, tu vois. Et donc, faire abstraction du regard des autres, ça, c'est compliqué, mais c'est le meilleur choix à faire parce que dans notre société occidentale, il n'y a rien à faire, et belge et même française, enfin surtout française, dès que tu te lances dans un truc, la première chose que ton entourage va te dire, c'est il va rire et il va dire mais qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vois. Là, j'ai jamais fait de sport dans ma vie réellement, et je m'y suis mis il y a 1 an parce qu'il faut que ma condition physique suive mon activité, et tous mes potes se sont foutus de ma gueule. Et aujourd'hui, j'ai des compétences sportives qui sont qui rejoignent celles de mes potes qui sont sportifs, et ils sont là, ah putain, la vache, c'est incroyable. Et donc en fait, tu dois pas vraiment compter sur le soutien de ton entourage proche qui t'a catalogué dans une personnalité. Oui, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, l'entourage proche, je pense que ça parlera à beaucoup de monde, moi y compris. Le podcast, mes parents n'ont toujours pas très bien compris ce que je fais. Le podcast, mais c'est pas grave. Ils savent que je rencontre des gens. Mais effectivement, parce que moi, ce que je voulais plutôt dire, c'est l'entourage, entre guillemets, que tu te crées. Oui. Mais finalement, sans y répondre, tu y réponds, je pense. Tu me confirmes, en tout cas, si je comprends bien la chose, parce que c'est effectivement cet entourage de personnes qui vont, à un moment donné,
te tirer vers le haut, mais qui sont des gens qui sont convaincus par ton projet et qui vont t'aider et qui sont peut-être pas, comme tu le disais toi-même, spécialement les gens auxquels tu pensais à la base. Ouais, tout à fait. Et ça, effectivement, c'est un vrai challenge. Écoute, je trouve que c'est rempli de bon sens, les conseils que tu partages. Je terminerai par te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour les mois et années à venir. Tu travailles sur un documentaire, tu disais, je ne sais pas si c'est secret ou si c'est quelque chose... c'est un documentaire qui est issu justement d'un financement participatif sur la situation de la faune sauvage à Bruxelles et en lien, avec par rapport à l'impact de l'aménagement du territoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que tout se passe bien, effectivement. Et que ton TED Talk se passe bien aussi. Surtout, c'est une première, j'imagine. Oui. Et c'est vrai que c'est assez stressant. J'ai l'habitude de faire des conférences, mais pas devant des centaines de personnes. Et surtout, en général, j'ai pas un texte. Déjà, c'est assez particulier. Il y a un peu d'acting, il y a un peu. Et là, il y a un texte très précis à connaître, sans prompteur. J'ai pas cette habitude-là, tu vois. Donc, écoute, ça va être une expérience incroyable. Le temps que ce podcast sortira sera en principe un peu avant, mais je n'hésiterai pas à mettre le lien vers le TED Talk et probablement que tout le monde dira il s'en est très très bien sorti. Je croise les doigts. On peut me le souhaiter, effectivement. Thomas, un tout grand merci pour cet échange. Avec plaisir. Restons en contact et félicitations pour le projet que tu entreprends et pour tout ce que tu fais à impact sociétal. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Luigi, pour ce moment très agréable. C'était cool. Merci et grand plaisir. Et c'est déjà la fin de ce 21e épisode du podcast Positive Changemakers. Merci à vous pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez évidemment pas à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'à nous faire part de votre retour via les réseaux sociaux, ça nous fait toujours très plaisir. Si ce n'est déjà fait, évidemment abonnez-vous au podcast, ainsi qu'à nos pages Facebook, Instagram ou LinkedIn, pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, ciao ciao.